Radio, Berkoff dans tous ses états. Nous sommes en guerre. We will make America great again. Vous le comparez à Hitler quand même. Alors sans aucun problème. Moi, je dis que Trump est un agent de Poutine. Tu es un Terminator, pas vrai? Oui. Ce que j'entends par là, c'est cette façon de susciter la haine. C'est un agent, il est sous contrôle. Depuis 4 ans, ce qu'il fait est téléguidé. Je suis Dark Vador. Ses arrivées en avion. Bon, ça c'est quelque chose qu'Hitler a utilisé en 1932. Le LSD, l'ecstasy, la cocaïne, les champignons ou encore la kétamine. Quand on parle de magie noire, un nom revient toujours en premier. Voldemort. Elon Musk est un consommateur de drogue dure. Je suis ton père. Nous sommes en guerre. Et l'immortel édicte du président de la République qui est aujourd'hui au Maroc. Là, il n'est pas en guerre, il n'est pas encore, il a ramené 122 personnes avec lui. Là, ça va, ce sont les festivités. Mais, eh bien, pendant les festivités marocaines, le reste est là. Et le reste, il n'est pas toujours très rose. Ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique. Qu'est-ce qui fait que la fièvre monte? Il y a eu, et ce n'est pas nouveau, et encore, grève, blackout, destruction de l'électricité, couvre-feu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va en parler avec Olivier Servat, qui est député de Guadeloupe et qui est porte-parole du groupe Yacht. Eh bien, on veut savoir ce qui se passe. On le sait, c'est récurrent, mais est-ce que c'est la même récurrence ou quelque chose d'autre est en train de survenir dans les DOM? On va en parler avec le député, et puis nous allons aussi parler alors des élections américaines, bien sûr, hein. C'est dans une semaine, ça nous concerne qu'on le veuille ou pas. Et alors, il y a, non seulement en Amérique, mais en France, chez les experts autoproclamés, ça y est, Trump est un nazi, Trump est le joujou de Poutine, ça y est, eh bien les lions sont lâchés, on y va et on n'arrête pas du tout. Alors on va essayer de décrypter cela, c'est quand même assez drôle. Et quand vous voyez effectivement ce qui se passe, c'est quoi? C'est la panique, on ne sait pas. Et puis alors Hidalgo, toujours Hidalgo, magnifique petite réflexion, je ne dirais pas perle, de la maire de Paris, qui est décidée à terminer le règne des voitures dans la capitale française, c'est fini, sauf les bus et les taxis, et encore si affinités. Et puis ce qui se passe à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on triche, on ne triche pas? On va en parler, et c'est vraiment très parlant. Et en deuxième partie, nous allons recevoir Serge Federbusch, qui est essayiste. Il a écrit un livre passionnant, Le sabre et l'esprit. Et il prend un peu le recul pour expliquer ce qui se passe. Et voyez, le côté BRICS et le côté Occident, eh ben, c'est pas du tout ce qu'un certain nombre aussi d'experts et d'essayistes nous disent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais vous savez, nous, on est là. Vous savez, auditeurs de Sud Radio, résidents de Sud Radio, on est là pour avoir question à tout, pour expliquer et pour décrypter. Et c'est ce qu'on va faire. Attachez vos ceintures. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Blackout, un blackout très fort en Guadeloupe qui vient d'être terminé, mais les coupures d'électricité, grandes enseignes, centres commerciaux, jardins bio réunis à Baie-Mahault, couvre-feu en Guadeloupe. Et en Martinique, ouvre-feu également, encore plus important, avec violence, avec cocktail Molotov, avec tout cela, mouvement contre la vie chère. Qu'est-ce qui se passe dans les DOM? On va en parler tout de suite et on est content de l'avoir avec monsieur Olivier Servat, député de Guadeloupe et porte-parole du groupe Lyotte. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. On aimerait les Thibauts, on devrait les Thibauts, on aimerait, c'est vrai qu'on ne parle plus de la guerre, qu'on ne parle plus que des gens qui s'entraident, qui s'aiment, qui s'envoient des Thibauts, effectivement, c'est tellement bien. Mais, et puis il y a la réalité, il y a le réel.
Et alors, le réel, c'est effectivement ce qui s'est passé en Guadeloupe, là, ces derniers jours, le week-end. Les clients EDF sur lui ont été réalimentés en énergie, ça y est. Mais qu'est-ce qui se passe? Précédente grève en 2023, et c'est à répétition, et on revient. Même chose en Martinique, mais je voudrais d'abord qu'on parle de la Guadeloupe. Bonjour, Olivier Servat. Bonjour Monsieur Bérakoff, bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Merci. Vous êtes député de Guadeloupe, je rappelle, je l'ai dit, porte-parole du groupe Yacht. Alors dites-moi, en fait, quand en métropole, vous êtes avec nous, là, en métropole, on entend ça, on se dit, bon, Martinique, Guadeloupe, qu'est-ce qui se passe? Et ça revient par récurrence à un moment donné de répit, et puis ça recommence. Alors je ne dis pas que c'est une violence terrible, mais quand même, il y a des choses assez fortes. Qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Bien. Alors, juste mot de vocabulaire, on dit plutôt hexagone que métropole parce que j'ai fait voter cet amendement à l'unanimité il y a un an. Ah ben c'est très bien. C'est territoires issus de ces colonies, territoires extérieurs. Vous avez hexagone, raison. C'est plus neutre. C'est gentil. Vous Merci. avez raison. Alors, disons hexagone, absolument. Vous avez bien de le dire. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut sûrement comprendre ces tensions sociales en Martinique, Guadeloupe, Guyane en 2009. 2009, il y a une grosse tension avec un mouvement populaire incroyable, avec beaucoup de monde dans la rue, quasiment 20% de la population de Guadeloupe est dans la rue à ce moment-là. Et puis, il y a un accord sur plusieurs points. Et cet accord, finalement, n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué sur la vie chère et cela conduit à ce que la vie, globalement, en Outre-mer Atlantique est plus chère de 15%, mais retenez bien que sur les produits alimentaires, cette vie est plus cher en moyenne de 40%. De 40% voilà. Sur les produits alimentaires. Voilà, en moyenne. Il y a des écarts incroyables, il y a des écarts x2, x3, x10, mais en moyenne, c'est 40%. Mais vous imaginez bien que ces territoires ont un niveau de vie inférieur de 25% à celui de l'Hexagone. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions pour se nourrir, pour se loger, pour s'habiller incroyables dans ces territoires. Et pour revenir à la crise, je dirais, de l'énergie, de l'électricité, eh bien pour moi, je l'ai dit, j'ai eu à le dire, ce sont des actes terroristes ou criminels. Il y a eu un mort parce qu'il n'a pas pu mettre son respirateur, ou il n'a pas pu être, je dirais, secouru suffisamment tôt par les services. Il faut savoir que le blackout, c'est zéro électricité pour les 380 000 Guadeloupéens. C'est ça qui s'est passé. Et c'est un total blackout total sur toute la Guadeloupe, quoi. Voilà. Et heureusement qu'il y a eu effectivement, je dirais, des groupes électrogènes des CHU et des cliniques qui ont pris le relais parce que sinon, vous imaginez bien si le groupe électrogène avait toussé, c'est un certain nombre de personnes qui mourraient. Et il faut comprendre quelle est la revendication de ces personnes. Ces personnes touchent entre 4 000 et 7 000 euros à EDF. Ces personnes sont dans la centrale et la cabine qui gèrent les moteurs et ils ont décidé un jour d'appuyer sur off et donc de priver la Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que leur calcul de congés payés soit fait en heures et non pas en jours, comme pour les milliers d'employés d'EDF dans toute la France et dans tout le monde. Donc, pour moi, c'est scandaleux, c'est grave et c'est irresponsable. Voilà cette réalité de blackout qui se cumule à une tension sociale dont on pourrait parler sur la vie chère tout à l'heure en Guadeloupe et en Martinique. On va en parler. Oui, alors Olivier Servat, juste pour savoir, vous dites que ces salariés d'EDF touchent entre 4 000 et 7 000 euros. Juste quel est le salaire moyen en Guadeloupe? Alors, le salaire moyen est à peu près, le salaire médian est autour de 1 800 euros brut. C'est ça la réalité. Quand on travaille, parce qu'il faut savoir que les jeunes de moins de 25 ans, et je suis avec le député Mathiasin là, il faut savoir que les jeunes de moins de 25 ans sont au chômage à plus de 60% en Guadeloupe. Le chômage en Guadeloupe est à 20%. Donc, quand on travaille, on touche de façon médiane 1 800 euros. Là, on a des personnes... Alors, je ne remets pas en cause le droit de grève, M. Bérakoff. Tout le monde a droit à faire grève, à revendiquer. Et si ces gens-là ont droit, eh bien qu'on leur donne le droit, que EDF aussi se mettent au diapason pour leur donner leurs droits. Il n'y a pas de souci. J'ai remarqué que le préfet a tardé, mais il a enfin pris une ordonnance, un arrêté de réquisition pour que ces personnes se mettent au travail. Mais cette grève dure depuis un mois. Vous avez eu cette remontée nationale-là ces derniers jours, mais depuis un mois, vous avez 10, 15, 20, 30, 40 000 ménages qui subissent des coupures intempestives d'électricité. Donc, ils ont droit à faire grève, mais par contre, en aucun cas,
ils ne peuvent prendre en otage la population guadeloupéenne dans la mesure où c'est scandaleux. Il y a des petits entrepreneurs derrière. Il y a des petites structures, des commerçants, des personnes qui ont besoin de respirateurs pour la nuit. Il y a eu, à Pointe-à-Pitre, je pense à Carole Benutolo, c'est du concret ça. Voilà une dame qui a une bijouterie qui se bat. Eh bien, figurez-vous qu'avec un tractopelle, la nuit, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage, on a explosé sa bijouterie. Voilà la réalité aujourd'hui en Guadeloupe. Et d'ailleurs, j'ai fait un courrier au ministre de l'Intérieur qui est toujours prompt à réagir de façon tempestive sur tout. Eh bien, je n'ai pas encore entendu sur ces exactions qu'il y a eu en Guadeloupe et le renforcement des escadrons. Il y a 2 escadrons qui nous manquent en Guadeloupe aujourd'hui en termes de sécurité de gendarmerie. Vous savez pourquoi? L'un est en Nouvelle-Calédonie, l'autre est en Martinique. Voilà la réalité. Donc, je demande au ministre de l'Intérieur de prendre aussi ses responsabilités tel qu'il est tout à fait prompt à le faire par ailleurs. Et alors, est-ce que c'est... Alors, justement, vous décrivez ce qui se passe. Effectivement, on peut se poser la question de liberté et responsabilité, même si, effectivement, le droit de grève est absolument incontestable et personne ne le conteste. Mais il faudrait savoir pour quelles raisons, si ce n'est que pour des congés payés et des jours supplémentaires de congés payés, c'est que ça pose quand même un certain problème. Mais je voudrais savoir, sur le fond, aujourd'hui... Est-ce qu'il y a encore, vous savez, on a toujours l'impression, encore une fois, dans l'Hexagone, que il y a une situation, je dirais comme ça, pour caricaturer, le feu couvre sous la cendre. Est-ce que quelque chose est là? Est-ce qu'il y a un malaise, je dirais, institutionnel ou structurel, qui fait qu'à des moments, ça s'enflamme, non pas sans raison, bien sûr qu'il y a des raisons, mais est-ce que derrière cela, est-ce qu'il y a une situation de tension, Olivier Servat? Bien sûr, M. Berkoff. Ce feu couvre pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est économique. Je le répète, mais il est toujours bon de le rappeler. En moyenne, l'alimentation coûte 40% de plus qu'en Hexagone. Et en moyenne, les Guadeloupéens sont 25% moins aisés que les hexagonaux. Ça veut donc dire que les gens, quand ils travaillent, ils doivent consacrer une grosse partie de leur budget à leur alimentation et du coup, ils ne peuvent pas, je dirais, subvenir à leurs besoins simples de pouvoir se loger, s'héberger, s'habiller et puis avoir un minimum de loisirs. Ça, c'est la première tension. On ne peut pas nier, et c'est le cas beaucoup en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, que nous sommes dans des sociétés post-esclavagistes, post-coloniales. Je rappelle que l'abolition de l'esclavage c'est 1848 et je reste factuel pour ne pas rentrer dans les lamentations liées à l'esclavage, mais très clairement, lorsqu'en 1848 l'esclavage est aboli, que se passe-t-il, M. Berkoff? Les anciens colons sont indemnisés de leurs terres, ils gagnent leurs terres, ils ont de l'argent, et ceux qui sont devenus libres n'ont que leur force de travail. Donc du coup, ce système, je dirais, de classe a perpétué au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, notamment en Martinique, eh bien, ce qu'on appelle les béquets, qui sont des Martiniquais. Attention, vous ne verrez jamais rentrer dans un système en disant il y a des Martiniquais plus que d'autres. En Guadeloupe, en Martinique, tous ceux qui y vivent sont des Martiniquais ou des Guadeloupéens. Ils sont nés là-bas, ils parlent créole et ils sont tout à fait légitimes. Mais il y a pas de discrimination. Mais en même temps, vous dites qu'il y a une discrimination de fait, quoi. Économique par rapport aux terres, par rapport à leur capacité. Et donc là, cet élément factuel économique plus cet historique social fait qu'à la moindre étincelle, eh bien, il y a un sentiment, je dirais, de délaissement, d'autant plus que vous avez bien compris que l'État est en situation de tension budgétaire depuis quelques années, et encore plus cette année, et que le budget des Outre-mer, tenez-vous bien, le budget des Outre-mer, qui est déjà en difficulté, il est diminué de 20% aujourd'hui. 20%, le budget, 450 millions d'euros. Par rapport aux années précédentes, vous voulez dire? Par rapport à l'année précédente, le budget que nous présente le gouvernement Barnier, eh bien, c'est 20% en moins. 20% en moins. Sur le logement, par exemple, sur l'accompagnement aux petites entreprises, sur les aides sociales. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en fait, on a une tension sociale qui couvre et une impression de délaissement de gouvernement très factuellement, moins 20% sur le budget outre-mer. Voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et ça ne peut pas donc forcément donner de bons résultats. Alors on va rester ensemble juste après une petite pause. On reste avec vous, Monsieur Olivier Servat. C'est très important, c'est très intéressant. Vous nous donnez des informations et puis on va voir effectivement. On sait dans quel état. D'ailleurs, vous connaissez la dette de la France, cette dette qui est devenue un puits sans fond. Et justement, on va parler aussi de la Martinique et
qu'est-ce qu'on peut faire pour un tout peu améliorer, je ne dis pas, on va pas sortir le lapin magique du chapeau, mais qu'on peut améliorer la situation. On en parle tout de suite, après cette petite pause, à tout de suite. Et si vous souhaitez réagir ou poser une question, n'hésitez pas. Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Olivier Servat, député de Guadeloupe et porte-parole du groupe Lyotte, pour parler de la situation non seulement en Guadeloupe, mais aussi, Olivier Servat, en Martinique, parce qu'en Martinique, ça a pris quand même et ce n'est pas la première fois, tendance un peu plus forte. Le couvre-feu de minuit à 5 heures a été prolongé à Fort-de-France jusqu'au 4 novembre prochain. Grande scène de violence, jet de cocktail Molotov sur des gendarmes, des munitions contre des véhicules, mouvement contre la vie chère. Alors vous avez parlé de ça, le problème économique, et il est là. Couvre-feu, etc. En fait, c'est sur le fond, sans comparer, comparaison n'est pas raison entre Martinique et Guadeloupe, mais c'est toujours un peu sur le fond pour les mêmes raisons, monsieur le député. Oui, si vous voulez, je prendrai le temps rapidement de vous expliquer l'état actuel de l'accord qui a été pris entre les différentes parties pour vous montrer où est-ce qu'on est arrivé et qu'est-ce qui manque à certaines institutions. Tout d'abord, je le dis, la revendication pour lutter contre la vie chère est légitime. En Guadeloupe, Martinique, Guyane, dans tous les Outre-mer, on l'a expliqué, on a vu plus 40%. Maintenant, qu'est-ce qui a été obtenu? Il a été obtenu de passer un bouclier qualité-prix, ça veut dire que sur 69 familles de produits, quasiment 6 000 produits, eh bien, il n'y aura pas de marge et les prix vont baisser de 20%. Sur ces produits-là, voilà ce qu'a accordé la grande distribution. Cet accord est obtenu et entre en vigueur, quoi. Alors, cet accord a été signé par toutes les parties, sauf par la partie initiatrice de cette revendication, c'est-à-dire le RPRAC, Rodrigue Petito, avec Odd, et puis une autre personne qui ont négocié. Je les ai rencontrées d'ailleurs, elles sont venues en Guadeloupe pour échanger, pour comprendre un petit peu leurs revendications. Ouais. Sur cette première partie, moins 20% sur les produits, elles ont une première remarque qui est juste. Elles disent, ces personnes, mais attendez, les produits, la famille de produits que vous nous donnez, ce sont des familles de produits, entre guillemets, malbouffe. Malbouffe, parce que vous voyez, puisque les gens n'ont pas beaucoup de moyens en Guadeloupe, ils achètent que des produits basse qualité, et basse qualité égale mauvaise santé. Donc ils disent qu'on devrait intégrer dans cette famille de produits des produits un peu diététiques, entre guillemets. Ça n'est pas encore obtenu. D'accord. Ensuite, la collectivité territoriale de Martinique, elle s'est engagée à faire quoi? Pour baisser sur ces produits prioritaires, elle va enlever une taxe qui s'appelle l'octroi de mer sur les produits importés qui ne concurrencent pas la production locale. Sauf que la CTM, collectivité territoriale de Martinique, va transférer cette baisse d'octroi de mer sur les produits de première nécessité sur d'autres produits, entre guillemets, de luxe. Donc, ce sera à coût zéro pour elle. L'État a pris récemment un amendement, ça va dans le bon sens, de mettre la TVA à taux réduit sur ces produits de première nécessité pour arriver à cette baisse de 20%. D'accord. Par contre, l'État, lui, veut compenser cette TVA baissée sur les produits de première nécessité sur d'autres produits pour que ce soit à somme nulle aussi. Donc, ça veut dire qu'il y aura plus de TVA sur d'autres produits. Oui. Et le vrai problème, M. Berkov, tenez-vous bien, et d'ailleurs, je pose une question au gouvernement cet après-midi à 15h sur cela. Oui. Il faut savoir que la France est une et indivisible. Et donc, il y a une responsabilité de continuité territoriale sur tous les territoires hexagonaux et des Outre-mer. Et aujourd'hui, cette continuité territoriale, elle est mal assurée par le fait que pour les aliments, quand ils quittent l'Hexagone, ils doivent prendre un conteneur, un bateau. Et ça coûte en moyenne, un bateau, 5 000 € le conteneur. Eh bien, il faudrait pour ces produits de première nécessité que l'État assure une continuité territoriale. Ça fait 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, je rappelle tout à l'heure que le budget des Outre-mer diminue de 500 millions d'euros cette année. Donc, au lieu de le diminuer de 500 millions d'euros, il faudrait le diminuer de 400 millions d'euros et que l'État mette juste engagement de 100 millions. Oui, alors Olivier Selva, juste une remarque. Vous dites qu'effectivement, c'est très bien, on a abaissé la TVA sur les produits de première nécessité, mais on peut comprendre aussi qu'on peut hausser la TVA sur les produits de luxe, par exemple. C'est pas la même chose. Admettons, on ne va pas, Non, mais c'est important parce qu'il faut arriver à un équilibre. Ouais. Bien sûr, vous avez raison. Pour la continuité territoriale, je rappelle que la Corse bénéficie, tenez-vous bien, en continuité territoriale, de 10 fois plus d'accompagnement par tête d'habitant qu'un ultramarin comme moi, un Guadeloupéen ou Martiniquais. La Corse, 10 fois plus. C'est très bien.
Mais on ne demande pas 10 fois plus, on demande simplement que l'État rajoute 100 millions d'euros, alors que pour l'instant, il diminue de 500 millions. Donc, en fait, il diminuerait que de 400 millions. Vous voyez, il faut à un moment donné que l'État prenne ses responsabilités par rapport à cette vie chère, ne pas toujours, je dirais, regarder ailleurs quand ces écuries brûlent. Parce que ce soit en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, il y a des tensions. Et on les a vues, on a vu leur origine. Donc, à un moment donné, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Pour l'instant, la grande distribution a fait un bout de chemin, la collectivité de Martinique a fait un bout de chemin et nous voulons que ces éléments s'appliquent en Guadeloupe, mais pour l'instant, l'État n'a fait que la moitié du chemin par rapport à ses engagements. Et ce que vous dites, dernière question, parce qu'on va suivre ça, bien sûr, Olivier Servat, et vous dites qu'au fond, il faut trouver un équilibre parce que ces tensions qu'on voit et qu'on voit de façon récurrente, vous avez très bien expliqué le problème des dysfonctionnements, en tout cas des inégalités, soyons clairs, il faut arriver, parce que la question que je voudrais vous poser, et que j'ai posée d'ailleurs à d'autres députés de Mayotte et d'ailleurs ici dans cette émission, est-ce qu'il y a du point de vue, je dirais, hors France, hors étranger, est-ce qu'il n'y a pas quelques puissances étrangères qui attendent avec impatience que la situation soit un peu plus chaotique pour essayer de voir s'ils se sentent pousser des ailes et des dents face à vos pays, à nos pays? Bien sûr, je vais dire deux choses. Je vais répondre à votre question, mais je remarque que le ministre des Outre-mer n'a pas encore pointé en Martinique ou en Guadeloupe. Vous imaginez ces situations de tension en Hexagone et que le ministre en charge Vous l'avez dit, il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Il n'est pas venu. Il a dit, je le cite, faut pas me mettre la pression parce que sinon ça fait l'effet inverse. Mais attendez, la pression c'est lui qui a accepté le job. La pression c'est sur nos territoires, c'est sur nos populations. Et pour répondre à votre question, vous avez tout à fait raison. Monsieur Berkoff, la France est la France aussi grâce à ses outre-mer, où le soleil ne se couche jamais, où elle est présente sur les 3 océans, où elle peut faire de la géopolitique dans le canal du Mozambique avec Mayotte, avec bien évidemment la Polynésie. Les deux océans. Et les 3 océans, Pacifique, Indien et Atlantique. Ouais. Elle peut lancer des fusées Ariane au moindre coût grâce à la Guyane. Aujourd'hui, vous comprenez bien, elle est la 2e zone économique exclusive au monde parce que à 300 km de toute terre française, le sous-sol, le sol, la mer nous appartient après les États-Unis. Et donc aujourd'hui, elle a la 2e, je dirais, zone qui lui permet d'avoir de l'écosystème végétal au monde. 80% de la biodiversité au monde est en Outre-mer. Et donc forcément, cette réalité-là intéresse la géopolitique mondiale, intéresse les Chinois, intéresse les Russes, intéresse les Africains, les Australiens, etc. Les Australiens pour notamment le hub qui va justement par rapport à l'Atlantique jusqu'à Los Angeles. Donc, vous comprenez bien que nous, vous savez, on est très clair. On est, pour la plupart en tout cas, pour ma part, nous sommes satisfaits et fiers d'être français. Nous voulons être justement français à part entière. Mais pour cela, il faut que la France arrête de regarder ailleurs lorsque ces écuries brûlent. Il faut qu'elle soit consciente de l'avantage que lui procurent ces territoires ultramarins et qu'à l'intérieur de ces territoires, il y a des Français, hommes et femmes, qui souffrent. Et donc cette souffrance doit être traitée et soulagée. Et il faut regarder loin, effectivement, et ne pas penser uniquement à la réélection, mais penser aux futures générations. C'est ce que Winston Churchill disait par rapport aux hommes d'État. Merci Olivier Servat. Merci de votre invitation. Et vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ou poser une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Tout de suite, André Berkoff va balancer sur l'audiovisuel du service public et son analyse loin d'être neutre de Donald Trump. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Pour tous ceux qui écoutent sur les réseaux sociaux, les meetings de Donald Trump, c'est la chanson qui accompagne tout le début des meetings de Donald Trump qui font, vous savez, en tout cas des centaines de milliers de gens, de personnes, d'Américains, etc. Alors, comme vous le savez, 5 novembre, on va faire beaucoup de choses à Sud Radio, on en fait déjà, et on va avoir, je vous dis, soyez là le 6 novembre parce qu'on va avoir en direct dans Berkoff, dans tous ses états, une émission très exceptionnelle le 6 novembre prochain. Mais en attendant, alors ce qui se passe, qui est intéressant,
c'est que les Américains se déchirent, c'est normal, que les démocrates traitent les républicains de fascistes, que les républicains traitent Kamala Harris de nuls et de débiles. Bon, ça on comprend. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que dans un certain nombre de médias et de fenestrons, nous entendons des experts, des philosophes. Ils sont experts, ils sont philosophes, en tout cas ils se présentent comme tels. Et alors il y a quand même vis-à-vis de Trump ce qu'on appelle le Trump dérangement syndrome. C'est quoi le Trump dérangement syndrome? C'est que Trump suscite soit l'adhésion la plus totale, soit la haine la plus incroyable. Et en France, je ne sache pas qu'on va y voter aux élections américaines, encore que il paraît qu'il ne faut plus de carte d'identité pour voter en Amérique, donc vous pouvez essayer, mais la tendance, ce n'est pas ça. Eh bien, en France, voici ce qu'on peut entendre, écouter, par exemple, hier, sur France 5, évidemment, télévision de service public. Un certain Philippe Bourg, il paraît qu'il est philosophe, je ne connais pas, mais voilà ce qu'il dit. Écoutez. Vous le comparez à Hitler. Alors, sans aucun problème. Ce que j'entends par là, c'est cette façon de susciter la haine, de susciter la volonté de détruire, de se détruire jusqu'à soi-même. Parce que les gens, ils vont aller à l'encontre de leurs propres intérêts. Magnifique, magnifique. Oui, mais sans aucun doute, Trump, c'est Hitler. Il n'y a même pas le doute philosophal. Non, Trump, c'est Hitler. Évidemment, comme chacun sait, il a CSA, il a CSS, on le voit aux États-Unis. Il y a d'ailleurs déjà des camps de concentration qui se préparent. Il y a des milices, il y a tout cela. C'est formidable, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'ombre du commencement d'un recul, d'essayer de comprendre. On peut être dit que Trump est populiste, qu'il est excessif, il est tout ça. Non, c'est Hitler, c'est magnifique. C'est-à-dire que, comme on ne veut pas réfléchir soi-même, c'est intéressant pour un philosophe, allez, on dit ça. Et il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Il y a Olivier Manoni, qui est directeur de l'école de traduction littéraire, qui était dans C'est politique, toujours sur la 5, c'est intéressant, toujours sur France 5, télévision du service public, payée par le contribuable, je vous rappelle, c'est par nous, par vous. Eh bien, Olivier Manoni, qui a d'ailleurs traduit la nouvelle, le Mein Kampf littéraire, le mot combat, a contribué en tout cas à cela. Eh bien, lui aussi, voici ce qu'il dit quand on lui demande s'il peut y avoir un rapprochement entre Adolphe et Donald. Écoutez. Mais est-ce que et je me tourne vers Olivier Manoni, est-ce que Elon Musk n'ajoute pas une dimension supplémentaire qui n'est pas propre d'ailleurs au fascisme mais au totalitarisme, qui est l'homme nouveau, un homme qui serait éternel Ça se rattache à ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est l'idée de nihilisme. Le nazisme aussi, au début, c'est un nihilisme. Les précurseurs du nazisme, de la révolution conservatrice, vous avez des textes de Jünger, vous avez des textes de Nietzsche, de gens comme ça, qui font l'apologie de la destruction, de la violence, de la fin du monde. C'est ça qui va amener le nazisme. L'ordre fasciste, ça naît du chaos. Et pour y arriver, le chaos, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Donc il y a du des chaos naîtra un nouvel ordre. De ce point de vue-là. Vous avez raison, Marc. Le terme que j'ai cité tout à l'heure n'a pas été inventé par Trump. Mais quand vous faites la liste de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait, je peux vous donner un autre exemple tout bête. C'était dans la campagne précédente. Ses arrivées en avion, avec atterrissage devant la foule. Bon, ça c'est quelque chose Hitler a utilisé en 1932. Le thème, c'était le Führer survole les villes allemandes. Il arrivait avec c'était un petit avion, c'était pas Air Force One, ni l'avion de Trump, mais il arrivait directement dans les stades avec son avion et il tenait ses meetings. Quand on utilise une symbolique, un vocabulaire, une gestuelle et une volonté de force et de violence très claire à ce point-là, on ne peut pas faire abstraction de cette histoire-là. Alors là, vraiment, c'est le pompon, c'est très intéressant. Voilà, d'ailleurs, nihilisme, fascisme, chaos, on lance ça. On ne s'intéresse absolument pas au contenu de ce qui se passe aux États-Unis, au contenu de Trump. Non, Trump est entouré, comme on le sait, de grands nazis comme Elon Musk, comme Robert Kennedy Jr., comme Tulsi Gabbard, comme Tucker Carlson et tout ça, tous des nazis notoires. Et ça va jusqu'au point où, regardez, c'est très intéressant comment, à un moment donné, ça bascule chez les universitaires, chez certains universitaires. C'est qu'il dit, regardez, il utilise son avion pour atterrir presque près de la foule. Qui faisait ça? Hitler. Mais il y a eu, parce qu'on regarde nous aussi l'histoire des États-Unis, et l'histoire la plus récente, mais
quand ils faisaient leur campagne, Barack Obama et Clinton utilisaient aussi leurs avions, utilisaient aussi des jets pour arriver près de la foule. Ah non, ça c'est Hitler. C'est-à-dire qu'on arrive au point où des gens soi-disant cultivés, soi-disant compétents, soi-disant élaborés, soi-disant avancés, eh bien ils disent voilà, écoutez, c'est incroyable. Vous savez que Hitler était vegan. Donc tout vegan est Hitler. C'est-à-dire on arrive à ce syllogisme complètement grotesque qui consiste à chosifier, à ne pas voir le contenu des choses, à ne pas voir la réalité américaine, mais du haut de son petit siège sur le petit plateau du petit service public, on y va avec les réductions ad Hitlerum. C'est tellement facile, c'est tellement aisé, et ça peut rapporter gros. En tout cas, ça rapporte pour les gens qui y croient et qui parlent vraiment de ces rapprochements tellement imbéciles pour qui se donne la peine d'enquêter. Mais ces gens n'ont pas le temps d'enquêter, ils sont du matin au soir sur les plateaux de télévision, et c'est le cas d'ailleurs pour une autre accusation de Trump. Quand il n'est pas nazi, qu'est-ce qu'il est? C'est un pion des Russes. Et évidemment, c'est un chouchou des Russes. Et qui dit ça? L'extraordinaire général de plateau Yakovlev, qui sévit sur LCI du matin au soir et du soir au matin, qui a depuis 2 ans a raconté que Poutine n'existait plus, qu'il était malade, qu'il était mort, que Prigojine allait gagner, Wagner, ça y est, envahissait le Kremlin, que tout ça c'était fini, que les Russes étaient morts, que Bakhmout allait voir la terminaison la terminaison totale et l'agonie de l'armée russe, etc., etc. Avec toutes ces prédictions qui sont avérées d'une vérité remarquable. Et ben voici ce que dit le général Yakovlev. C'est intéressant, écoutez. Moi, je dis que Trump est un agent de Poutine. C'est aussi simple que ça. C'est un agent, il est sous contrôle. Depuis 4 ans, ce qu'il fait est téléguidé. Voilà. Voilà, alors là c'est d'une simplicité totale, voilà, Trump d'un côté c'est Hitler, de l'autre côté c'est l'agent de Poutine, voilà, tout est expliqué, voilà comment on transmet la pédagogie dans certaines chaînes, c'est magnifique, c'est clair, c'est simple, on n'a plus besoin de voilà, et quand on arrive à ce stade, c'est vraiment intéressant, parce qu'au fond, on n'a plus besoin même de réfléchir. On donne des slogans, on donne des étiquettes, on distribue cela et après, débrouillez-vous. Voilà, c'est ce que l'on appelle la responsabilité. Et évidemment, il n'y a pas que Trump. Elon Musk. Alors Elon Musk, c'est très embêtant. Parce que Elon Musk, rappelons-nous, c'est PayPal, c'est Tesla, c'est SpaceX, le premier qui a lancé, effectivement, que la NASA a pris, entreprise privée, pour lancer toutes les fusées qu'il a lancées. C'est un homme qui s'est fait, il a 53 ans, il pèse 250 à 300 milliards de dollars. Il s'est fait lui-même, il a fait ses entreprises lui-même, et puis, horreur des horreurs, il a racheté Twitter, il a racheté X à 44 milliards de dollars pour l'ouvrir, pour faire vraiment une vraie liberté d'expression qui avant était assez relative. Eh bien, évidemment, Elon Musk, c'est un drogué. Écoutez. Au mois de septembre, une biographie d'Elon Musk est sortie en librairie et le multimilliardaire était alors présenté par le biographe comme, je cite, un grand enfant. Et avec le recul, cette expression n'était peut-être pas la meilleure pour définir Elon Musk, car selon le très sérieux Wall Street Journal américain, Elon Musk est un consommateur de drogues dures comme le LSD, l'ecstasy, la cocaïne, les champignons ou encore la kétamine, donc la kétamine, la célèbre drogue qui a emporté Matthew Perry très récemment. Voilà, alors c'était en janvier 2024 sur Arte, sur la chaîne Arte, une chronique sur la biographie d'Elon Musk. Donc vous voyez, ce qui est intéressant là, alors que nous combattons effectivement l'absorption de drogue, alors qu'on dit que les consommateurs sont aussi responsables, alors qu'on voit les dangers de la drogue, eh bien cette charmante chroniqueuse de Arte dit mais écoutez, regardez ce qu'on fait quand on prend, soi-disant, de la kétamine, de la cocaïne, de je ne sais pas, de toutes les drogues possibles et imaginables. Voilà Elon Musk. Et regardez ce qu'est la réussite extraordinaire d'Elon Musk. Ce qu'elle ne voit pas, cette brave demoiselle, ou damoiselle, c'est que justement en disant ça, voilà, dis donc, ça marche pour les drogués. Ça marche quand on prend des produits. Apparemment, ça nous fait de 200 milliards de dollars. Non mais attendez, il faut savoir...
un tout petit peu, franchement, raison gardée et un tout petit peu de calme. Surtout là, on s'agite en France comme si c'était notre élection présidentielle. Est-ce qu'on peut demander aux rachitiques du bulbe d'essayer un tout petit peu de s'asseoir? Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et juste pour finir par l'immortelle campagne lancée par le service public, notamment France 5 sur Trump égale Hitler, vous savez ce que dit Jeff Bezos? Jeff Bezos, comme vous savez, c'est le fondateur, le PDG de Amazon, un autre multimilliardaire. Il est propriétaire du Washington Post. Et pour la première fois depuis 40 ans, le Washington Post n'a pas dit « mon candidat, c'est celui-là ». Kamala Harris, c'est la première fois depuis 40 ans. Washington Post, c'est un des plus grands quotidiens américains avec le New York Times. Et voici ce qu'il dit, Jeff Bezos. Il a écrit un éditorial, il écrit très peu. Il dit « voici la vérité ». Et la vérité dure, c'est que les Américains n'ont plus confiance dans les médias. Jeff Bezos a écrit ça dans le Washington Post. Ça veut dire quand même quelque chose, hein. Et il n'y a pas qu'en Amérique que ça se passe. Il faut quand même faire très attention. Et puis maintenant, la perle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Plongé dans le noir, la ville lumière. Paris sent toujours Paris, la plus belle ville du monde. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, depuis qu'elle est dirigée par Anne Hidalgo. Mais c'est une splendeur, vous le savez tous, les touristes, tous ceux qui viennent à Paris, c'est une splendeur. C'est quand même la ville la plus propre, la plus claire, la plus facile dans la circulation. Tout va bien. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo, elle l'a dit à un moment donné, il y a eu un cocktail à la mairie de Paris, et elle a un peu parlé, elle a dit, mais au fond, elle a parlé pour les taxis. Moi, j'aime beaucoup les taxis, hein, j'en prends beaucoup. Mais voici ce qu'elle a dit. Écoutez, c'est vraiment intéressant. Les taxis à Paris ont du travail parce que on fait tout pour que les Parisiens n'aient plus de voitures et qu'ils puissent prendre le taxi. Mais voilà, mais on veut plus elle l'a dit, on veut plus que les Parisiens aient des voitures, on ne veut plus de voitures à Paris. Mais comment je fais si j'ai des petits bébés, je les transporte à bicyclette? Si j'ai des achats à faire, je fais ça à vélo. Si j'ai des parents qui ne peuvent plus marcher, je fais ça comment? Ah non, mais écoutez, plus de voiture, on n'a plus besoin de voiture, il faut faire vraiment, non, il faut faire à pied. Venise, voilà, il faut faire Venise, c'est magnifique, Paris n'est pas du tout une ville économique, Paris n'est pas la capitale de la France. Alors voilà, c'est magnifique. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'Anne Hidalgo, eh bien, c'est le pouvoir de rêver. Elle travaille pour la planète. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, tricheur, on exagère. Et là, il faut toujours retourner à l'Assemblée nationale où il s'est passé un petit incident très très amusant. Vous savez que les députés votent, évidemment, ils votent et en manœuvrant leur petit bouton sur le petit pupitre, et voilà, ici à voter. Et il y a eu un incident avec, comme par hasard, certains députés de la France Insoumise et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Écoutez d'abord Mathilde Panot, et Yaël Braun-Pivet lui répond. Donc j'aimerais que par deux fois vous arrêtiez les allusions sur le fait que nous tricherons sur les votes, parce que je crois que ce n'est pas sérieux et que ça jette un voile sur la crédibilité de nos votes. Alors en fait, Madame la Présidente Panot, ce qui est certain, c'est que le vote est personnel. Et donc, que normalement, vous venez juste de vous-même, là, à l'instant, de reconnaître que des députés de votre groupe votent pour d'autres députés qui sont peut-être présents dans l'hémicycle. Donc, je vous demande de bien vouloir respecter nos règles de vote personnel. C'est la moindre des choses. Et ben voilà. Qui est tombé dans la panneau dans cette histoire, hein? Est-ce que c'est la vérité qui est tombée dans la panneau ou pas? On ne sait pas. En tout cas, voilà. Oui, non à voter. Arrêtez de nous dire qu'on vote pas. Mais oui, mais vous votez pas à titre personnel. Voilà, c'est amusant. C'est la vie quotidienne à l'Assemblée nationale. Et voilà, je sais pas si ça nous amuse ou pas, mais enfin, il faut le savoir. Alors, on va enquêter pour savoir si ça se passe assez souvent. Est-ce que c'est une pratique courante à l'Assemblée nationale ou pas? Parce que ça nous engage, hein, sur un certain nombre de votes. Voilà, c'était effectivement le Palais Bourbon dans tous ses états.
Et si vous voulez réagir au coup de gueule de André Berkoff, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff revient tout de suite et dans son face-à-face, dans la deuxième heure, il reçoit Serge Federbusch pour son dernier livre, Le sabre et l'esprit, aux éditions du Passy. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Aujourd'hui, pour le face-à-face, André Berkoff reçoit Serge Federbusch, haut fonctionnaire et essayiste, pour son dernier livre, Le sabre et l'esprit, aux éditions de Passy. Et qui a dit « Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit ». J'entends par l'esprit les institutions civiles et religieuses. À la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit. Un certain Napoléon Bonaparte. Est-ce vrai? Est-ce que le sabre est toujours battu par l'esprit? Mais on va en parler avec Serge Federbusch. Bonjour. Bonjour André. Alors j'ai lu ce livre vraiment avec beaucoup d'intérêt parce que vous prenez justement de la distance, et de la distance et de la réflexion bien sûr. Donc comprendre le nouveau désordre mondial, ça vient de paraître aux éditions de Passy. Et vous prenez le temps, et ce que j'ai aimé notamment dans ce livre, il y a eu beaucoup d'essais pour comprendre le monde, et il y en aura encore. Avant de le changer, si on peut encore le changer. Mais vous avez remonté très loin, vous avez remonté à l'Empire gréco-romain, vous avez remonté effectivement un certain nombre de civilisations, vous avez remonté à l'île de Pâques et d'autres, et c'est très intéressant parce que vous relativisez, vous montrez que les choses dont on parle aujourd'hui, qui apparaissent comme des bouleversants du jamais vu, ont existé. Il va sans dire, mais il ira encore mieux en le disant, et vous le dites. Alors justement, je voudrais qu'on parle, Serge Federbusch, en fait, vous parlez, je voudrais qu'on explique tout votre livre, cette contradiction qui peut être une synthèse entre le territoire ethnique et l'homme-monde. Alors expliquez-nous, parce que pour les idées, qu'est-ce que c'est que l'homme, que veut dire le territoire ethnique et que veut dire l'homme-monde? Oui, j'ai essayé effectivement d'y voir un peu, c'est né d'une frustration, j'ai essayé d'y voir un peu plus clair dans le brouillard des faits, les polémiques et le fait qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre ce qui se passe. Avant, on avait un clivage très clair ou assez simple entre l'Est et l'Ouest, le communisme, le capitalisme, droite et gauche, et puis tout se brouille, tout se mélange, et tout ça fait que, comme on comprend mal, eh bien, on est plus mal placé aussi pour agir, pour réagir et pour faire de la politique, dans le fond. Donc, j'ai posé, en tout cas, l'hypothèse que ce qui explique beaucoup de désordres actuels, si ce n'est la quasi-totalité, c'est la confrontation entre ce qu'on appelle l'État-providence, un État qui, dans des pays, cherche à protéger ses citoyens contre les aléas de l'existence quotidienne. On le voit tous les jours aujourd'hui. Par exemple, les difficultés au Parlement à réduire les dépenses publiques, eh bien, elles sont liées à ça. Elles sont liées au fait que l'État cherche à protéger les citoyens. Et puis, la mondialisation, autre phénomène contemporain. Bon, et je me suis rendu compte, en fait, qu'en réalité, cette opposition, elle est plurimillénaire. C'est-à-dire que depuis l'origine des civilisations, comme on dit, des cités, eh bien, il y a la cohabitation difficile, mais en même temps fertile, entre des systèmes qui protègent ceux qui y adhèrent, leur population, et en même temps l'ouverture à l'extérieur, et de montrer comment tout ça, s'imbrique, s'oppose, voilà, se synergise, etc. Et pourquoi il n'y a pas de stabilité? C'est-à-dire pourquoi, en fait, quand un État passe du stade de l'État au stade impérial, par exemple, il y a assez souvent la tentation. Aujourd'hui, on vit sous l'emprise, je dirais, sous la domination de l'Empire américain, qui est d'ailleurs, alors les gens le signalent pas assez, une copie de l'Empire romain. Vous avez un Sénat, vous avez un président qui n'a d'autre que les pouvoirs de l'empereur autrefois, c'est-à-dire de réguler les relations avec l'étranger. Et donc, ce qu'on a du mal à réaliser, c'est qu'en fait, le système politique qui nous domine aujourd'hui dans le monde, c'est un système copié sur l'Empire romain. Et réellement, et ils avaient ça en tête, les pères fondateurs de la démocratie américaine. Mais en même temps, et ça donne du lot à votre moulin, en même temps, il y a les BRICS qui surgissent. Oui, alors bon, il y a toujours eu, si on prend l'exemple de l'Empire romain, évidemment, alors c'est pas très sympa pour eux, mais enfin des barbares, en tout cas des puissances qui vont commencer à essayer d'émerger, mais éventuellement à se coaliser. Mais il a fallu plusieurs siècles avant qu'ils arrivent vraiment à se coaliser. D'ailleurs, ils ne se sont pas coalisés. C'est plutôt, et ça renvoie à mon livre, c'est plutôt la fracture interne qui a provoqué la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'il y avait des populations qui étaient arrivées de l'étranger, qui à la fin se sont retournées contre l'Empire en s'alliant avec de nouveaux entrants. Mais c'est parce qu'il y avait une sorte de guerre civile, en fait, que l'Empire a finalement périclité. Et c'est d'ailleurs, quand on rapproche de la situation actuelle, ce
Ce qui menace le plus aujourd'hui, à mon avis, l'Empire américain, c'est pas tellement le challenge des BRICS, pas du tout. Hein. Bon, quand on voit. C'est pourquoi alors? Mais c'est plutôt la guerre civile qui est en train de s'installer entre démocrates et républicains. On n'est pas sûr du tout du résultat. Bon, on verra bien pour les élections, mais il est possible qu'il y ait à nouveau des accusations de fraude. Il est tout à fait possible que le climat qu'on a connu en 2020 se réédite beaucoup plus gravement encore en 2024 et beaucoup plus violemment. C'est-à-dire que les deux camps réfutent le résultat des élections. On voit ce qui se passe en Géorgie aujourd'hui ou dans d'autres pays. Il y a de plus en plus dans le monde une réfutation des résultats des scrutins. Si ça arrive aux États-Unis, bon, donc il y a un climat de guerre civile qui s'instaure. Il y a un isolationnisme grandissant aussi aux États-Unis, que ça soit Harris ou Trump. De toute façon, ils seront plus isolationnistes et plus nationalistes qu'avant. Donc de toute façon, nous, en Europe et en particulier en France, on sera perdants, quel que soit le résultat du scrutin. D'accord ? Donc, en tout cas, on aura de graves difficultés. Dire que les États-Unis reculent, c'est complètement faux. Quand vous voyez ce que fait Musk, par exemple, avec SpaceX, en quelques années, ils ont liquidé complètement Arianespace et Soyuz. Quand on voit que le Texas est en train... Vous savez qu'en PIB nominal, le Texas a un PIB supérieur à celui de la Russie. Le seul Texas, je ne parle pas des États-Unis. Le seul Texas aujourd'hui, c'est plus important que la Russie. D'accord ? Il y a une croissance très forte aux États-Unis, donc ils sont très endettés. Mais c'est une dire que c'est la fin de l'Occident, comme disent un certain nombre d'essayistes ou d'experts, ça paraît un peu facile, quoi. Ce que je crois, c'est que quand on compare justement à ce qui s'est passé dans le passé, à cette opposition entre ce que j'appelle le territoire ethnique et l'homme-monde, c'est-à-dire le système d'une société ouverte avec des individus et qui peuvent commercer ou se déplacer. L'homme-monde, pour vous, c'est l'homme qui peut se déplacer n'importe où sur la planète, etc. En groupe ou en collectivité, c'est une réalité très ancienne. Quand vous faites des fouilles archéologiques, vous voyez des traces de jade, par exemple, exploitées dans les Pyrénées qu'on trouvait ou dans les Alpes et qu'on trouvait dans l'Empire chinois. Donc, c'est incroyable. Vous voulez dire qu'à l'époque, que ça est millénaire, ça se baladait déjà jusqu'en Chine ou ailleurs, quoi. Absolument. Le commerce était déjà important. C'était pas la société libérale telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais il y avait déjà des échanges extrêmement importants. Il y a des historiens qui expliquent des effondrements historiques comme à peu près 10 siècles avant Jésus-Christ, au moment de l'âge du bronze, la fin de l'âge du bronze, par justement le fait que certaines puissances, tout était interpénétré, et certaines puissances se sont effondrées, et du coup, ça a disloqué le système international. C'est-à-dire qu'à l'époque, le monde grec s'est en fait disloqué et ça a entraîné des faillites en cascade. Et aujourd'hui, par exemple, si on imagine que la Chine, qui est traversée par de graves problèmes, se recule brutalement des échanges internationaux, il y a une telle interpénétration, effectivement, que ça présente un risque planétaire. Donc j'ai essayé de prendre de la hauteur de vue, de sortir la tête du guidon, quoi, en gros, de l'actualité qui arrive tellement de manière foisonnante et par les réseaux qu'on n'arrive plus à rien comprendre, pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça qui est explicatif du désordre contemporain, d'où ça vient et comment on peut trouver des solutions éventuellement et en tirer des conclusions pour nous, Français, aujourd'hui. Alors justement, on va parler de tout cela et on va inventorier tout cela, Serge Federbusch. Mais encore une fois, essayez de me donner une définition de l'homme-monde et une définition du territoire ethnique, puisque vous les opposez tout en montrant qu'ils peuvent s'interpénétrer. Alors, le territoire ethnique, c'est un espace contrôlé par une population où une structure politique assure... Un espace limité. Voilà, limité avec des frontières, où un État, ou en tout cas une structure étatique garantit la population contre les risques principaux de l'existence. Donc, il y a quelque chose qui devrait nous étonner, mais qui ne nous étonne plus depuis très longtemps. Par exemple, dans la vie citadine dans laquelle on vit, tous, pratiquement, eh bien, on passe notre temps à rencontrer des gens, à croiser des gens, d'accord, qu'on ne connaît pas, sans être forcément sur nos gardes, sans crainte d'être agressé. Ça, bon, ça peut changer dans certaines zones, mais enfin bon, voilà, grosso modo, c'est ça. Mais ça a l'air de rien, on s'y est complètement habitué. Mais c'était pas du tout le cas des premières collectivités humaines, où c'est pas le cas, par exemple, de la façon dont les autres animaux vivent, où la horde, le clan sont essentiels, où chacun connaît tout le monde. Le fait de pouvoir vivre dans des collectivités où les gens se connaissent pas tous forcément, c'est quelque chose d'essentiel au développement humain et qui va croître
croissant, Et ça, c'est lié justement à la capacité d'intégrer des influences extérieures. Ce que vous dites, c'est l'État-providence ou le territoire ethnique, c'est qu'on doit protéger ses sujets, son peuple. C'est ça. S'il n'y a pas de protection dans des frontières, je dirais, il n'y a pas d'État en réalité. Et donc, c'est d'ailleurs un des problèmes de la gauche. Et si on veut prendre le désordre mental et idéologique dans lequel on est, si vous prenez par exemple, on pourrait faire la même chose avec la droite, rassurez-vous, mais si vous prenez le cas de la gauche, qui est à la fois favorable à l'immigration, d'accord, presque sans frein, venez, refugees welcome, ils sont tous réfugiés, on va tous les manger, ce qu'on voit partout, voilà. Bon. Mais ça, c'est totalement contradictoire avec une deuxième valeur essentielle de la gauche, entre guillemets, aujourd'hui, à savoir la protection sociale. La solidarité nationale. Il est clair qu'on ne peut pas avoir un système complètement ouvert et puis avoir des systèmes extrêmement redistributifs. C'est impossible. Et ça, c'est une des contradictions dans laquelle la gauche aujourd'hui se débat et dont elle n'a pas la solution. De la même manière, sur ses relations avec l'étranger et les problèmes idéologiques, la gauche aujourd'hui dans le monde entier et en France en particulier et quand même dénonce l'islamophobie et se fait le rempart ou le protecteur des musulmans. Mais l'islam, en réalité, quand vous prenez l'islam, c'est une idéologie d'extrême droite. C'est une idéologie qui donne des droits inférieurs aux femmes. C'est bon, elles ont par exemple 2 fois moins de droits en cas de succession. Oui, la charia. Voilà. C'est pas que la charia, c'est dans le Coran même, parce qu'il faut distinguer certaines sourates. Bon, on prône la mort pour les homosexuels. D'accord ? On prône l'absence en fait de liberté réelle, de conscience et de possibilité d'apostasier, de droit de sortie du groupe. On prône par exemple la flat tax, vous voyez, des valeurs de droite. Ce que vous dites en fait, Serge Verdebauche, c'est qu'il y a une idéologie totalitaire, en tout cas ce qu'on appelle l'islamisme, moi j'appelle l'islamisme, mais vous dites que la gauche épouse, en tout cas dans son islamo-gauchisme. Mais disons que, en fait, ce qu'elle défend, au nom de la défense des soi-disant opprimés, qui ne sont pas opprimés partout, c'est une idéologie d'extrême droite. Et c'est pas que l'islamisme. Bon, la relation, par exemple, avec les minorités religieuses en islam est très proche d'une politique d'apartheid. D'accord ? Quand vous voyez ce qu'on appelle la jazia, les impôts, les protections contre voilà, et bien tout ça, c'est très proche de l'apartheid. Donc ça crée de la confusion idéologique dont la gauche ne se sort pas. Mais on peut voir aussi à droite des problèmes d'ajustement idéologique très profonds. C'est-à-dire qu'à la fois on veut développer, on veut protéger les nations. En même temps, il y a des fractions importantes de la droite qui sont très très favorables aux échanges commerciaux internationaux. Oui, par exemple, on est européen à mort, Union européenne, voilà. Et on veut protéger les nations. Exactement, ce qui est bon. La France aujourd'hui crève en grande partie, d'une insertion complètement catastrophique dans l'Union européenne, qui a tourné à notre défaveur totalement. On a laminé notre industrie. Ah oui, bien entendu. Telle qu'elle existe, l'Union européenne. Mais il suffit de voir les chiffres. Regardez l'état de l'industrie française. Dans des tas de villages ou de villes françaises, vous aviez des petites industries, des coutelleries, des gens qui fabriquaient des tissus, etc. Ça a été laminé. Alors, et qu'est-ce qu'on a fait en échange ? On a fait de la dette. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de pacte où les Allemands, finalement, récupéraient l'industrie et nous, on a essayé d'aller vers les services en s'endettant. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie en France, la dette devient insupportable et elle sera insupportable pour toute l'Union européenne, la dette française bientôt. Oui. C'est pour ça qu'un jour les Allemands en auront marre, c'est peut-être eux qui quitteront l'Union européenne avant nous. D'accord ? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a démoli la société et d'abord l'économie française. Donc, ces contradictions-là, elles sont liées à une insuffisante réflexion. Et la construction européenne a été faite par des gens qui n'ont pas suffisamment pensé justement à ce qu'ils voulaient obtenir et qui ont mis la charrue avant les bœufs, l'économie avant la politique. Et du coup, aujourd'hui, la politique se venge de l'économie. Et savoir si effectivement il y a ça, ou est-ce qu'ils y pensaient, ou est-ce qu'ils pensaient à autre chose, qui est une certaine mondialisation, et on pourra en parler. Juste après cette petite pause, on se retrouve Le sabre et l'esprit, un livre à lire. 0826 300 300 pour poser votre question ou réagir sur notre antenne. Berkoff, dans tous ses états, revient tout de suite. Sphère. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Serge Verdebauche, vous écrivez dans votre livre Le sabre et l'esprit, je voudrais revenir là-dessus. Vous dites à un moment donné,
Il apparaît de plus en plus clairement que les gouvernants, quels qu'ils soient, fonctionnent par la peur et utilisent des épouvantails pour conditionner l'opinion. La Covid-19, le dérèglement climatique supposé ou la guerre en Ukraine en sont les derniers exemples. L'emballement mimétique et médiatique qui a conduit les États à une surenchère liberticide lors de la panique sanitaire de 2020-2022 n'a épargné ni les systèmes déjà libéraux, ni les systèmes dits autocratiques. Alors justement, je voudrais parler de ça parce que c'est un peu le fil rouge. On dit, voilà, on est toujours, et vous dites que ce n'est pas nouveau, et vous avez raison de le dire, entre liberté et sécurité. Faut-il plus de liberté ou plus de sécurité? Est-ce que liberté, sécurité, quand je dis pour sécurité, protection évidemment des gens, qu'est-ce qui compte? Est-ce que les gens, en fait, profondément, disent, oui, attendez, la liberté c'est très joli, mais moi c'est la sécurité que je mets au premier plan? Qu'est-ce qu'il en est de cette espèce de dichotomie et qu'on sent à tous les niveaux? Je pense que les gens et les êtres humains ne sont pas tous pareils. C'est-à-dire qu'il y a une variabilité. Il y a des gens qui privilégient l'audace, l'aventure, la prise de risque. Et puis il y a des gens qui privilégient la recherche de la sécurité. Et donc, justement, les sociétés plus ouvertes qui se développent ont du mal à rester très longtemps autoritaires quand elles s'ouvrent parce que... En fait, quand on admet la multiplication des échanges avec l'étranger, on a de plus en plus de mal quand on est un État à contrôler sa population. On voit par exemple ce qui se passe dans la Chine contemporaine. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont ouvert considérablement leur économie au monde extérieur. Ils en ont même fait, le Parti communiste chinois, c'est une sorte de conseil d'administration gigantesque qui gère à la fois... qui donne des règles qui sont ultra-libérales pour les PME, très directives pour les grands groupes, et puis très autoritaires en politique intérieure. Mais depuis Tiananmen, ils ont en fait noyé la contestation dans la croissance. Si la croissance recule, très rapidement, bon voilà. Et on a vu ça au moment du Covid, c'est-à-dire que Xi Jinping, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement autoritaire, qui revient vers un comportement, un mode de gouvernement quasi maoïste en Chine, voilà, eh bien, il est allé un peu trop loin. Et puis il y a eu des troubles à Shanghai, il a dû reculer. Et donc on est vraiment dans une situation où, dans une économie ouverte, dans un monde ouvert, dans un monde où l'homme-monde a son mot à dire, je dirais, est une réalité, où les échanges internationaux sont une réalité, eh bien les pouvoirs autoritaires ont beaucoup de difficultés à se maintenir dans le long terme. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de règles, ça dépend véritablement des psychologies individuelles. Mais on peut dire quand même dans l'histoire, et je voudrais qu'on continue, puisque vous l'appelez à la barre du tribunal assez souvent, une majorité on peut dire quand même qu'une majorité pour la sécurité par rapport à la liberté, c'est quand même une minorité toujours qui bouge, qui sort de sa zone de confort, non? Dans l'histoire, parce que vous en parlez un peu à travers l'histoire. Je pense que c'est plus subtil que ça. Je pense que justement, là, le talent n'est pas, je vais dire quelque chose qui va un peu choquer, mais le talent n'est pas démocratique. Et la prise de risque n'est pas démocratique, le goût pour l'aventure n'est pas démocratique. Bon, donc faut l'accepter. Il y a des gens, alors je renvoie ça, moi j'avais écrit un livre précédemment, à un certain nombre de phénomènes où l'homme a dû, en fait, en se séparant des groupes auxquels il appartenait, enfin un certain nombre d'individus a dû prendre des risques, prendre des risques même physiques en prenant le risque alors là ça va paraître un peu incongru, mais de grimper aux arbres, et comme l'homme est l'animal qui peut à la fois le plus facilement grimper et qui est le plus fragile en cas de chute, eh bien, il en a développé une peur de ce qu'on appelle le vide, une peur en fait de ses sens. Et c'est à l'origine, à mon sens, du développement des concepts, des idées. Donc, cette idée que l'individu peut se séparer des groupes, peut se désaffilier au groupe, est fondamentale dans la dynamique des sociétés humaines. Voilà. Et que, évidemment, tout ça n'est pas démocratique. Le fait que des individus puissent chercher à quitter la famille, la religion, la société, la ville à laquelle ils appartiennent, ça a souvent été combattu. C'est pour ça qu'on a inventé le servage ou l'esclavage. Mais à la fin des fins, ça a toujours fini par triompher, parce que sinon, ça crée des problèmes d'inégalité sociale et des tensions sociales insurmontables dans les sociétés qui refusent l'ouverture. Alors, il y a un exemple, j'en parlerai rapidement, c'est celui d'une société qui a voulu fermer
complètement régulé les relations avec l'étranger qui étaient pourtant développées. C'est le Japon de l'ère Edo. Donc, vers quelle époque c'était entre le 16e, 17e et le 19e siècle au Japon. Ils ont fermé le pays, qui était devenu une sorte de mystère. Les gens étaient fascinés par ce Japon. Personne ne pouvait venir, il n'y avait que quelques marchands hollandais qui avaient le droit dans la baie de Yokohama de décharger des cargaisons, et les Japonais n'avaient pas le droit. Bon, il y avait une soupape finalement de liberté c'était ce port ouvert aux Hollandais, et puis il y en avait une deuxième intérieure qui était la ville d'Edo, donc qui est devenue Tokyo ensuite, où il y avait le quartier dit du monde flottant, où là c'était la liberté et la débauche si on voulait, et qui a été une source de profusion intellectuelle incroyable. Tous les grands artistes japonais ont finalement travaillé là, viennent de là. Bon, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la contestation interne était de plus en plus difficile à régler. Il y avait des seigneurs de la guerre qui voulaient commercer directement. Et puis, surtout, le Japon s'est figé. Et un jour, les Américains sont arrivés avec des cuirassés. Il n'en a pas suffi de beaucoup. Ils ont tiré 3 coups de canon. Ça a été la panique dans tout le Japon. Et le système Edo s'est effondré au bénéfice le shogunat s'est effondré et l'empereur a repris le contrôle du Japon. Et donc, on a des tas d'exemples historiques que j'ai voulu montrer comme ça dans mon livre, pour expliquer comment cette dynamique des relations entre l'étranger et puis de la protection de la population est essentielle. Alors un dernier mot sur aujourd'hui le problème dans lequel on est. Vous voyez par exemple dans la plupart des pays développés, même dans le monde entier, il y a une contradiction entre les intérêts de la population en tant que consommateur, voilà, on veut consommer des téléphones portables, des choses comme ça, et puis en même temps on est producteur, on veut du travail pour tout le monde pour avoir des moyens. Mais aujourd'hui, la difficulté par exemple principale à laquelle le système politique français se heurte, c'est que les Français on a laissé partir l'industrie. Voilà, les Français ils sont à la fois très très friands de produits importés bon marché, et en même temps très friands de protection sociale. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est aussi simple que ça, parce que sinon ça crée de la dette publique à un niveau aujourd'hui ingérable. Et c'est ce qui va produire d'ailleurs, à mon sens, assez rapidement maintenant l'effondrement du système dans lequel on vit. Vous croyez que vous croyez à l'effondrement? Moi je pense qu'on n'en est plus très loin. Je pense que là ils vont avoir la plus grande difficulté à voter un budget. Je pense que a priori il y aura évidemment un 49-3 et je suis pas du tout sûr que le gouvernement Barnier s'en sorte. Les partis d'opposition ont plutôt intérêt à voter la censure. Ensuite on ne sait pas ce qui se passe juridiquement. En fait, il y aura pas de budget, mais on devra prendre des ordonnances, mais c'est pas très clair. Et donc tout ça peut créer un doute sur la dette française, voir les taux d'intérêt remonter. On voit déjà les notations. Voilà. Mais ça peut se dégrader très vite. S'il n'y a pas de gouvernement et s'il n'y a pas de budget, là on peut passer en B et B- rapidement. Et donc dans ce cas-là, si les taux d'intérêt doublent, c'est fini. On ne peut plus payer les fonctionnaires, on ne peut plus payer le système social. Mais dis-moi, le pire n'est pas toujours sûr quand même. Bien entendu, il y a des possibilités. Si on prend les choses à la racine, si on renégocie de manière mais vraiment drastique et fondamentale les règles de l'Union européenne, si on retrouve une certaine liberté dans la fixation du cours de notre devise, parce que en fait ce qui a tué aussi l'industrie française, c'est qu'on est entré dans avec un euro trop fort par rapport à nos capacités industrielles, et c'est ça qui a éliminé. C'est l'Allemagne qui avait décidé, voilà. Très bien à l'époque. Il y a eu une espèce de deal. Moi j'explique ça par le fait qu'il y avait un complexe de la classe dirigeante française dont les parents avaient été défaits finalement par les Allemands dans les années 40, un complexe pour montrer que on était aussi fort que les Allemands, donc on peut accepter finalement leurs règles monétaires, et le franc ça sera aussi fort que le mark. Et c'est ça qui nous a foutu en l'air, c'est-à-dire que on a une classe dirigeante qui s'est complètement fourvoyée. Tous les inspecteurs des finances qui ont dirigé la France pendant 30 ans se sont plantés sur ce sujet. Et donc, aujourd'hui, on en paye le prix. Mais je crois que là, on arrive vraiment à la limite de l'exercice. On va regarder si on va arriver à la limite de l'exercice ou aller plus loin. En tout cas, après cette petite pause, on se retrouve tout à l'heure. Et bien sûr, si vous voulez réagir ou poser une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff reçoit aujourd'hui l'essayiste Serge Federbusch. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Serge Federbusch, Le sabre et l'esprit, paru aux éditions de Passy. Effectivement, on était en train de parler de ce souci de protection, et vous montrez très bien qu'il faut savoir, c'est que où on veut la protection sociale, et c'est très bien,
où on veut, mais il faudra avoir une productivité, une croissance, une industrie que l'on n'a pas. Donc cette espèce de, vous savez, on dirait en fait ce que vous dites un peu, c'est deux trains lancés à toute allure, en voie contraire, mais sur la même voie. C'est-à-dire le choc vous paraît inéluctable, mais il y a quelque chose d'étonnant, c'est que comment il se fait, je pose toujours la question aux interlocuteurs, ce que vous dites là, et il y a certains gens qui le savent, c'est pas un secret d'État, c'est pas un scoop, mais en même temps vous l'éclairez. Mais comment il se fait que cet endettement, cette dépense publique, je rappelle, tout le monde le sait aujourd'hui, que le dernier budget en équilibre de la France, pour parler de ça, c'est en 1974, il y a 50 ans. Bien. Aujourd'hui, on sait combien on est la dette, on connaît les dépenses sociales, vous en parliez. Comment on fait? Est-ce que, je vais poser la question plus brutalement, est-ce que pour vous, est-ce qu'il faut faire un Brexit, sortir, non pas sortir, mais faire exploser l'Union européenne telle qu'elle existe, enfin avec les commissions européennes et compagnie, et faire autre chose, il ne s'agit pas d'abandonner l'Europe, ou bien il y a une autre voie? Moi, je pense que l'Union européenne aujourd'hui est condamnée, ne peut pas s'en sortir. J'utilise dans mon livre, en fait, l'image d'Anthony Perkins et de Psychose, le film d'Hitchcock. Vous voyez, où la mère est morte et ils s'en rendent pas compte, ils veulent pas l'admettre. Bon, l'Union européenne, ça a été mal conçu et ça va à la catastrophe. Donc, de deux choses l'une, soit on arrive à en sortir proprement pour peut-être se donner la chance de la rebâtir correctement, soit on n'y arrive pas et à ce moment-là, ça va partir dans tous les sens et ça va exploser. Donc moi je crois que, bon, comme je l'ai dit, il y a d'autres pays avant nous qui risquent de prendre la tangente. Il y a déjà eu les Anglais, mais les Allemands peuvent aussi bien partir. Parce que les Allemands, actuellement, qu'est-ce qu'on leur fabrique avec les dettes des pays du Sud, en particulier la dette de la France? On leur fabrique finalement un endettement qui leur profite de moins en moins. En plus, et on voit Volkswagen licencie 200 000 personnes. Et puis vous allez voir, la population allemande, on l'a malheureusement vu dans l'histoire, est beaucoup plus radicale quand elle prend des tournants que la population française, qui est plus assise finalement d'un tempérament plus paysan et plus pondéré. Plus rond, plus pondéré. Les Allemands, quand ils se fâchent, malheureusement pour nous, on a compris à plusieurs reprises dans l'histoire que ça pouvait aller très loin, très vite, très mal. Donc vous pouvez avoir des partis allemands comme l'AfD ou autre, et même ça peut tout à fait un jour ou l'autre concerner la CDU, qui disent, bon, maintenant on en a marre de ce truc qui nous amène à la ruine et on va s'en aller. En plus, ils ont fait des erreurs majeures. Ils ont laissé les Verts, par exemple, dicter leur politique énergétique, donc ils sont sortis du nucléaire. Et aujourd'hui, c'est un gros problème pour eux. Ils sont très polluants, ils sont dépendants du gaz russe, maintenant dépendants du gaz de schiste américain pour essayer de ne pas être trop dépendants du gaz russe. Tout nous ça, aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, là aussi, c'est un des éléments où l'économie américaine et les États-Unis ont montré leur capacité à rebondir. Si le prix des hydrocarbures a pu refluer alors que tout le monde pensait que c'était foutu et qu'il allait avoir une crise énergétique majeure, c'est parce que les Américains, très rapidement, ont pu utiliser le gaz de la fracture hydraulique, vous voyez. Oui, bien sûr. Et donc, rien n'est acquis, rien n'est figé. Il ne faut pas arriver avec des œillères, trop d'a priori idéologiques. Mais il y a quand même des choses qui ne mentent pas. Et ce qui ne ment pas, c'est que l'Union européenne, dans sa formule actuelle, elle n'est pas viable. Et que plus on sort de cette formule le plus vite possible, le mieux possible, mieux ça vaudra pour les Français. Alors justement, en sortir le mieux possible, dans votre effectivement, dans cette espèce de saga entre je t'aime moi non plus, entre le territoire ethnique et l'homme-monde, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Quand je dis une porte de sortie, disons par le haut et pas par l'effondrement. Alors il y a des forces planétaires qui peuvent sembler offrir finalement des sortes d'idéaux qui réconcilierait les deux modèles. Alors j'en ai pris deux en exemple. Le premier modèle, c'est l'économie mondiale numérisée avec la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? Ce sont des monnaies où finalement les États n'auraient plus la capacité de manipuler. Ouais. Bon, puisque justement c'est fondé sur des systèmes mathématiques. Voilà. Bon. Aller beaucoup plus loin dans le libéralisme, une forme d'unité internationale. Ouais. Et puis à côté de ça, il y a un autre modèle qui émerge aussi de plus en plus, qui est un modèle qui est l'Oumma, qui est la communauté musulmane. Voilà, avec justement où l'État souvent est finalement quelque chose de presque sacrilège. Dans le monde idéal du Coran, on n'a pas besoin d'un État. Il y a quelque chose d'idolâtre dans le nationalisme et dans l'État.
C'est pour ça que l'État islamique se voulait islamique. Il avait transcendé, vous voyez, l'Irak ou la Syrie. Bon, oui, donc territoire. l'État est idolâtre si on suit vraiment les préceptes du Coran. On n'en a pas besoin. Bon, donc il y a des modèles comme ça qui peuvent se offrir des espèces d'alternatives planétaires. Mais le problème, c'est que... Mais vous montrez aussi la contradiction qu'il y a dans ce projet. Mais oui, parce que en fait, ce modèle, enfin les deux modèles, vont finir détruits comme toutes les autres grandes constructions par les tensions internes, par le développement des inégalités. Le problème du libéralisme, moi je suis libéral, mais il y a un domaine où le libéralisme échoue. Avant tout, c'est que quand le libéralisme est quand même l'idée que le meilleur va agir au bénéfice de ses intérêts et finalement ça va bénéficier à toute la société. Bon. Le problème, c'est que le meilleur, il est le meilleur de manière répétée. Et donc vous avez dans le libéralisme, à la fin, un système où il va y avoir forcément une concentration des richesses, des moyens, et puis de plus en plus d'inégalités chez quelques-uns. Mais c'est la logique du système. Et donc ça aboutit à des tensions sociales insupportables. De la même manière, je vous disais que l'islam est fondé sur un système patriarcal, autoritaire, global, mais ça crée, on le voit bien, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas en Iran, il y a des tas de pays où ça s'effondre. Bon, et l'Afghanistan ou ailleurs. On va en parler, mais je crois que nous avons... Oui, nous avons un auditeur en ligne et c'est Laurent qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour André. Bonjour à votre invité. J'ai l'impression d'entendre un ami. Ah bon. Ah oui, j'aime beaucoup ce qu'il dit, ouais, franchement. Et puis André, vous aussi évidemment, et je vous félicite pour vos émissions. Merci. C'est toujours un plaisir. Là, je suis chez moi, je travaille aujourd'hui en télétravail, et là, je déguste votre émission aujourd'hui. Alors, en fait, je voulais simplement revenir sur ce que disait votre invité. Par contre, j'en suis navré, j'ai pas retenu le prénom, vraiment désolé. Serge. Ouais. Excusez-moi, Serge. Juste par rapport à l'industrie, je suis né en 64 en Lorraine, à Metz, et donc j'ai connu adolescent tous les pères de famille qui travaillaient dans les usines d'acierie ou bien au charbonnage à HBL du Gard du bassin de Lorraine. Et donc c'était des années d'insouciance puisque tout le monde travaillait, il n'y avait pas de souci. Tout à l'heure, Serge disait qu'effectivement on a détricoté l'industrie, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité qu'on a subie. Moi, personnellement, étant gamin à ce moment-là, ou même mon père qui bossait lui à la SNCF, mais tous ces jeunes qui montaient d'ailleurs pour la plupart du Midi ou d'ailleurs venir bosser là où il y avait du boulot. Ont été victimes de cette désindustrialisation. Mais ça, tout le monde est d'accord, ça. Et je m'en sens pas responsable. Donc, personnellement, pour la plupart d'entre nous, on subit ce système, en fait. Parce que je suis né en 64, aujourd'hui, il me reste encore quelques mois avant la retraite. Donc j'ai vécu l'avant, j'ai connu l'après, et je m'aperçois que plus je vais dans le temps, plus mon pouvoir d'achat se casse la figure, moins j'en ai, plus je me serre le kiki, etc., etc. C'est-à-dire j'en reviens à presque mes années de jeunesse où je démarrais à bosser, quoi. Donc j'ai fait un bond en avant, puis maintenant on voit bien que tout redescend. Donc moi, ce système capitaliste, il ne m'intéresse ou il n'a de sens que s'il profite à tous. Quel est l'intérêt ? C'est toute la question. C'est toute la question, Serge. Voilà. Quel est l'intérêt d'avoir des gens qui font des milliards, des millions et des millions chaque année sur les chaînes info? J'écoute beaucoup Sud Radio. Vous relayez le fait que les dividendes à l'actionnariat financier battent des records, et ça depuis des années. J'entends ça depuis au moins 10 ans, chaque année au mois de janvier. Oui, ça marche très bien. Et dans le même temps, chez moi, je demande à ma fille, je lui dis tous les jours, écoute, qui vit avec moi, je lui dis, écoute, c'est pas Versailles ici, donc tu me coupes les ampoules, tu baisses un peu le chauffage, etc., etc. Bon, on en a un point à mettre des polaires chez nous, j'habite pas un château, j'habite un 60 mètres carrés. Voilà, donc on se serre le kiki surtout. Et de ce temps-là, on entend dire que des gens, on redistribue des milliards et des milliards et des milliards. C'est insupportable, en fait. Oui, tout à fait. C'est ce que Serge Federbusch appelait le sentiment d'inégalité. Et Dieu sait s'il augmente aujourd'hui. Ça. Bon, il faut voir que, évidemment, ça va pas bien en France, ça, on en est tous conscients. On souffre tous à des degrés divers. Hein. Bon, il y a très peu de gens, dans le fond, faut pas croire, qui sont complètement à l'abri. Ils ont tous des enfants, de la famille, des gens qui peuvent avoir des difficultés. Enfin, c'est quand même très largement partagé. Mais ce qui caractérise quand même la
France, c'est les mauvaises performances. Faut pas croire que ça va aussi mal partout. Si vous allez en Suisse, aux États-Unis même, dont on parlait, il y a des pays qui s'en sortent mieux que nous, hein, nettement. Pourquoi mais on revient à ça. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont des systèmes politiques qui sont plus flexibles, moins fondés sur une espèce de noblesse d'État, qui s'ouvrent davantage, qui sont moins corrompus aussi, qui s'ouvrent davantage aux nouveaux entrants. La France, c'est un pays extrêmement conservateur. Quand les gens ont des idées neuves, généralement, ils sont réprimés. Si vous prenez les 50 personnes les plus riches en France aujourd'hui, c'est à peu près, aux familles, c'est à peu près les mêmes qu'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, à peu près. Il y a un peu Bernard Arnault et Pinault qui ont un peu monté, mais ils étaient déjà riches il y a 20 ou 30 ans, d'accord? Mais ça n'a pas bougé. Vous prenez les 50 plus grandes fortunes aux États-Unis, mais il y en a peut-être 2 ou 3 parmi ceux qui étaient les 50 il y a 20 ou 30 ans. Il y a les GAFAM, il y a les Silicon Valley, bien entendu. Et le problème, c'est qu'en France, on empile les classes dirigeantes. Et c'est ça qui aboutit aux révolutions aussi. C'est-à-dire que, comme dans une société, alors là, c'est un petit peu subtil, mais je pense qu'il faut suivre le raisonnement. Quand il y a une société ouverte qui fait que les inégalités se développent et que le commerce se développe, les anciennes élites finissent par souffrir, d'accord? Mais alors qu'est-ce qu'elles font? C'est ça qui a provoqué en grande partie la Révolution française. Les nobles, les aristocrates qui ont souffert quand l'économie s'est ouverte sous Louis XV et au début de Louis XVI, se sont réservés les emplois publics, sont devenus de plus en plus conservateurs. Ils ne laissent pas la place. Voilà. Et donc il y a une forme du coup, l'État grossit. C'est ce qu'on voit aussi en France aujourd'hui. L'État grossit de plus en plus. On empile les protections. D'accord? Parce qu'on veut à la fois une économie ouverte et en même temps on veut protéger la population. Et puis à la fin, ça devient ingérable budgétairement. Et on appelle les conseillers, les McKinsey, et à la fin, on s'effondre parce que on est trop endetté. Ça aboutit à la crise de l'Ancien Régime. C'était la problématique des années 1780 à 1789. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même problématique. Exactement. Il ne faut pas croire qu'on vit des choses nouvelles. Donc, la France en sort mal. Pourquoi? Parce que c'est un pays trop conservateur et ça touche aussi la population. Il n'y a pas que les dirigeants. Mais on verra s'il y a des gens prêts qui ont envie de prendre des nouvelles Bastilles. Ça, c'est un autre problème. Je crois que nous avons un... Non. Ah non, je pensais que nous avions... Alors, nous allons prendre une petite pause et nous allons retrouver Serge Federbusch dans un petit moment. Mais vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous avez une question ou si vous voulez réagir à ce que vous entendez. À tout de suite. Son dernier livre, Le sabre et l'esprit, qui est paru aux éditions de Passy. Nous avons Frédéric qui nous appelle de Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour André, bonjour à votre invité. Oui, je suis ravi de l'entendre parler de la révolution de 1789 parce que en fait, c'est exactement ce que je pense. Il se passe peu ou prou ce qui s'est passé à l'époque. En fait, les raisons sont plus ou moins les mêmes. Le déclencheur à l'époque a été la crise du grain, avec des mauvaises récoltes qui ont fait que les gens n'avaient plus à bouffer. Mais finalement, on n'est pas très très loin de ça. On s'en approche gentiment. Je sais pas ce qu'il en pense. Est-ce qu'on s'approche gentiment du tiers-État et de la révolte du tiers-État contre le clergé capitalo-médiatique et la noblesse? On ne sait jamais, cher André, quel va être l'élément déclencheur final. Ça peut être une hausse complètement incontrôlée du prix du pétrole, par exemple, qui fait que tous les gens qui ont absolument besoin d'un véhicule pour aller au travail ne peuvent... Ça peut être, des taxes. Oui, des taxes. Une taxe qui va finir par énerver tout le monde, une interdiction de trop, un attentat qui va tourner au vinaigre parce qu'on se rendra compte que là, vraiment, il y a eu une insuffisante préparation à ce genre de choses, ou une percée du front, par exemple, par les Russes en Ukraine, qui provoque un effondrement de l'Ukraine, justement, et ensuite, de proche en proche, un retour de la hausse du prix de l'énergie, etc. On est dans un système très fragile. On a un État qui est de plus en plus paralysé, et quand on est paralysé du fait d'une espèce d'obésité, le problème, c'est que face à un événement extérieur imprévisible, ou intérieur même imprévisible, il ne peut pas se mouvoir tellement il est gros. On peut plus réagir. Et là, qu'est-ce qui se passe actuellement au Parlement? Il se passe quoi? Il se passe que l'État ne peut plus prendre de loi nouvelle.
Du tout. Donc ils essaient de faire voter le budget au forceps. C'est pas sûr du tout qu'ils y parviennent. Même si Barnier y parvient, c'est-à-dire que s'il y a un 49-3 et que le RN décide de lui donner la chance d'exister encore, mais ensuite qu'est-ce qu'il va faire ? Il pourra plus voter une seule loi. Ça va être la paralysie complète. Donc ça peut marcher. Il y a 50 000 lois en Florence. On peut ne rien faire. On peut se contenter de décrets au jour le jour. Le seul problème, c'est que ça ne permet pas de faire face justement à des événements imprévus. Et donc l'État est paralysé. Et quand l'État est paralysé, un jour, il suffit d'une pichenette pour le mettre à bas, quoi. Donc, cette pichenette, elle peut prendre n'importe quelle forme. Je suis d'accord avec votre auditeur. On ne sait pas laquelle elle sera, mais en tout cas, on est sûr qu'à un moment ou un autre, quand on est paralysé, on n'est pas armé pour se défendre. Mais je voudrais alors revenir un peu, on va parler un peu des élites, parce que les élites, en fait, il faut des élites. Mais peut-être qu'il ne faut pas celle-là, il faudrait que les élites se renouvellent. Qu'est-ce qui fait, alors là je parle, puisque vous avez étudié les peuples, vous avez étudié les civilisations et les empires. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces élites, et on le voit très très fortement, pas seulement en France, mais en Europe et ailleurs, enfin, en tout cas dans un certain nombre de pays, c'est patent. Qu'est-ce qui fait que ces élites, qui sont ni moins bêtes, ni plus bêtes, ni moins bêtes que d'autres, ni plus compétentes, enfin je ne sais pas, mais en tout cas connaissantes que l'autre, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent absolument pas à gérer la situation et qu'ils ne voient même pas ce qui se passe ? Parce que en fait, il y a une forme de conformisme et de peur qui se développe au sein des élites entre guillemets elles-mêmes, des classes dirigeantes. Je préfère utiliser ce terme, c'est moins positif et donc c'est plus neutre, quoi. Donc des classes dirigeantes. Le mandarinat, si on prend le système qui prévalait dans la Chine impériale et qui a d'ailleurs donné l'énarchie en France, parce que c'est à travers les concours de la Compagnie des Indes qu'on a introduit le système du concours administratif et l'énarchie en France. Donc on vit sur un système, on vit dans le monde avec le système romain impérial aux États-Unis, mais nous on vit dans le système mandarinal chinois avec notre autre administration. Et donc ça crée des gens qui sont très conservateurs, endogames, qui se recrutent en fonction qui vont recruter des jeunes parce qu'ils pensent exactement comme les anciens. Donc c'est le conformisme qui finit par l'emporter. Et plus ce système va être soumis à des événements et des éléments qu'il ne maîtrise pas, plus il va avoir tendance à se rétracter, se recroqueviller. Et c'est assez classique. Et donc ça aboutit à une divergence de plus en plus grande entre un système qui coûte de plus en plus cher, qui est obèse, qui est paralysé, et une société qui accepte de moins en moins la férule de sa classe dirigeante. Voilà. Et en fait, ça, effectivement, à un moment donné, ça ne peut que se traduire par un affrontement. Enfin, quelle que soit la forme de l'affrontement, on va pas le jouer les voyantes. Mais en fait, ce que vous dites, et je voudrais arriver à l'exergue et la conclusion de votre livre, est-ce que vous êtes d'accord, Napoléon, quand il dit « l'esprit qui l'emporte toujours » ? Disons que... Parce qu'on a vu des moments où c'est le sabre qui régnait. Le sabre, ça n'a qu'un temps, parce que le sabre est d'un exercice difficile. Il faut que celui qui l'utilise soit d'abord au front. Les empereurs romains, finalement, l'Empire romain a bien fonctionné quand l'empereur était à la tête des troupes, des légions. Dès qu'il a commencé à vouloir tout gouverner depuis Rome et prendre moins de risques, et que l'Empire a commencé dans ses frontières à ne plus trop bouger, c'est-à-dire à partir du IIIe siècle, on fait un peu d'histoire après Jésus-Christ, ça a commencé à aller de mal en pis. Et puis il y avait des coups d'État permanents, c'était la garde prétorienne qui tuait c'est celui qu'elle était censée protéger. Et donc il y avait des révolutions de palais, en gros, et progressivement. Alors de temps en temps, il y en a eu des grands individus qui ont réussi à reprendre un peu le contrôle, mais rapidement, ça a fini par s'effondrer. Et d'ailleurs, ça peut aller vite. Dans les années 420-430, l'Empire romain triomphe d'Attila. Et pourtant, 20 ou 30 ans plus tard, il s'effondre. Donc l'histoire est difficilement modélisable. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir de la modestie vis-à-vis de ce qu'on prétend mettre en valeur. Et on peut être... La chute de l'Empire, la fin de la roche tarpéienne est proche du Capitole. Et donc un faux pas, et boum, on est par terre alors qu'on se croyait sur un trône. Donc je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui où cette incertitude est ce qui prévaut, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, et de montrer aussi comment on peut, en comprenant peut-être un peu mieux, pas forcément s'en prémunir, mais en tout cas
préparer un petit peu. En tout cas, au moins avoir une leçon de lucidité sur les choses, c'est ce que vous avez fait, ce que vous avez écrit, Le sabre et l'esprit. Encore une fois, je vous le recommande à lire. Et si vous voulez réécouter l'émission ou tout simplement l'écouter, vous pouvez retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr ou en replay sur notre chaîne YouTube.